Si vous souhaitez en savoir plus sur l'atelier du renouveau, vous êtes au bon endroit. Merci beaucoup pour toutes vos questions. J'ai essayé de les regrouper par thème, histoire de structurer un peu cette FAQ. Alors d'abord, mon parcours, après quelques questions plus techniques sur le matériel d'atelier, les machines, la création des vidéos, etc. Et enfin, mes projets. Vous avez été nombreux à me poser la question de mon parcours professionnel. Alors certains le savent, j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos. Je suis musicien professionnel et professeur de trombone en conservatoire depuis maintenant une petite vingtaine d'années. Alors c'est un choix passion que j'ai fait très tôt puisque j'ai choisi cette voie vers 10 ans, dès que j'ai commencé le trombone en fait. J'ai ensuite suivi le parcours normal d'un musicien classique en fréquentant des conservatoires depuis mon petit village d'origine jusqu'au conservatoire de Paris et de Lyon où j'ai obtenu le prix de fin de conservatoire. Pour devenir enseignant, j'ai continué à me perfectionner et j'ai fini par obtenir mon diplôme de professeur. Alors on pourrait penser que ce parcours, il est bien loin des métiers du bois, mais moi je lui vois quand même quelques points communs. Alors déjà, en tant que musicien, je me considère plus comme un artisan qui est dépositaire d'un savoir-faire et d'une tradition que comme un artiste. Et puis, il y a toute la recherche de qualité et de dépassement de soi qui sont bien présents dans ces deux mondes. En matière de travail du bois, je suis 100% autodidacte. Alors j'aurais beaucoup aimé suivre des cours ou faire des stages en entreprise, mais pour l'instant, ça n'a pas été possible. Alors je crois que ça reste très difficile, trop difficile en France, d'intégrer ce genre de dispositif en tant qu'actif, et c'est vraiment bien dommage. Alors je dis pour l'instant parce que j'y reviendrai dans la partie projet en fin de vidéo. Ça fait donc 14 ans que je pratique la menuiserie. Je vous mets en exclu les photos de ma toute première réalisation. Il y a eu une période d'interruption de plusieurs années qui est due à un changement assez brutal dans ma vie. J'ai dû déménager très rapidement. J'avais plus la possibilité d'avoir un espace atelier qui puisse accueillir mes machines. Et puis j'avoue que j'avais plus vraiment le goût à ça en fait. Donc j'ai revendu toutes mes machines stationnaires, mon établi, une partie des serre-joints, puis plein d'autres choses quoi. J'ai gardé juste un peu d'électroportatif. D'ailleurs, ça m'a permis de me construire une bonne expérience sur la création d'un atelier bois, puisque je l'ai fait plusieurs fois pour moi. Finalement, c'est les travaux de la maison qui m'ont redonné le goût au travail du bois, notamment la rénovation du parquet du salon. Je me suis rendu compte déjà que ça me manquait, et puis qu'en plus, j'avais un certain savoir-faire. À partir de là, l'idée de créer un nouvel atelier a germé dans un coin de ma tête. En tant qu'autodidacte, j'ai appris par plusieurs moyens. Alors premièrement, les livres, c'est un support que j'apprécie beaucoup, j'y reviens souvent, j'ai une grosse collection de bouquins sur le bois, je vous en reparlerai peut-être un jour. Deuxièmement, sur des forums qui étaient très actifs à l'époque où j'ai débuté la menuiserie, notamment Métabricoleur où j'étais modérateur. À ce moment-là, il faut bien se rappeler, se rendre compte qu'il y avait peu ou pas de chaînes francophones sur YouTube. Alors je sais, c'est assez difficile à imaginer aujourd'hui. Les vidéos qui m'ont inspiré et accompagné au début, c'est surtout celle de Nico sur son site Copain des Copeaux. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer ponctuellement quelques grands professionnels au contact desquels j'ai pu glaner un petit peu de connaissances, demander des conseils. N'hésitez surtout pas à aller à leur rencontre, c'est généralement des gens qui sont passionnés, qui aiment transmettre et parler de leur travail. Je sais que moi, c'est quelque chose que j'ai souvent hésité à faire, mais quand j'ai osé sauter le pas et aller à leur rencontre, j'ai rarement été déçu, quoi. J'ai toujours appris des choses. Et puis surtout, j'ai appris en pratiquant, en repoussant mes limites, de projet en projet, en augmentant la difficulté des réalisations, en me confrontant à des nouvelles techniques, et puis bien sûr, en faisant des erreurs, pas mal. Et puis, à chaque fois, en persévérant. Pourquoi j'ai passé le CAP menuisier en candidat libre? Alors d'abord, comme un défi personnel, pour confronter mes acquis d'autodidacte à la réalité de l'enseignement académique, aux aspects purement professionnels de la menuiserie, la rentabilité, la rapidité d'exécution, la rationalisation des techniques, répondre à un besoin client. Enfin voilà, il y a tout un tas de facteurs qu'on ne prend pas forcément en compte quand on travaille pour soi. Tout bêtement, on compte généralement pas son temps. Alors si ça vous intéresse, j'ai fait toute une playlist des vidéos consacrées au passage du CAP en candidat libre. Je vous mets tout ça en description avec les liens vers toutes les vidéos que je vais mentionner dans cette FAQ.
Deuxième grande partie, on va passer aux questions techniques avec mon pire et mon meilleur investissement dans le monde du bois. Alors franchement, je me suis bien creusé la tête. Je crois que le pire, au final, c'est d'avoir acheté plus de 2000 € une scie à ruban neuve dont j'ai rêvé mais longtemps et qui s'est révélé avoir un vice caché qui la rendait vraiment inutilisable. Alors je me suis beaucoup battu avec le vendeur pour qu'il reprenne la machine, ce qu'il a fini par faire mais avec beaucoup de mauvaise foi, enfin voilà. C'était un achat internet, le fournisseur était loin de chez moi, ça a clairement pas aidé à résoudre le problème. Et ça m'a un peu calmé. J'ai attendu 1 an supplémentaire avant de racheter une autre scie à ruban. J'ai fait des dizaines d'heures de recherche pour trouver la bonne marque, le bon modèle, et surtout, je suis allé voir mon fournisseur local qui faisait pas cette marque. Je lui ai expliqué que je voulais cette machine, on a discuté, il m'a fait une offre, et après un peu de négociation, il était finalement pas beaucoup plus cher que le meilleur prix internet. Mais, quelque part, c'est un peu le coup de la tranquillité d'esprit. Alors il s'est décarcassé pour m'avoir la machine, il est venu me la livrer dans l'atelier, il a fait la mise en route avec moi, c'est une machine que j'ai adoré utiliser et qui a toujours fonctionné parfaitement. Alors c'est un bon conseil que je peux donner, parfois c'est intéressant de jouer la carte locale, quitte à payer la qualité de service aussi, et c'est normal, ça a un coût. Mon meilleur investissement dans le monde du bois, j'ai longtemps hésité aussi. Alors je pense que ça a été les centaines d'heures que j'ai passées à apprendre et le temps que j'ai passé à l'atelier à pratiquer. Finalement, quand tu vends toutes tes machines comme je l'ai fait il y a quelques années, ce qui te reste, c'est le fruit de tes connaissances, de ton expérience, ce que tu sais concevoir avec ta tête et créer avec tes mains. Alors, bon, je vais compléter en faisant une réponse un peu plus terre à terre, on va dire. Je dirais que ma scie sur rail et ma défonceuse, ça a été 2 excellents investissements dont je me sers maintenant depuis plus de 10 ans avec toujours autant de plaisir. Ça me permet de faire une transition vers le top 3 ou le top 5 de l'électroportatif pour le débutant qui veut commencer le travail du bois sans se ruiner. Alors je vais supposer qu'il est déjà bricoleur, qu'il a perceuse, visseuse, aspi d'atelier, le b.a.-ba quoi. On exclut directement la Rabodego parce que c'est plutôt une machine stationnaire et souvent chère. La conséquence, c'est qu'il faudra plutôt travailler des panneaux dérivés du bois de type MDF, mélaminé, contreplaqué, ou encore des tablettes en bois massif qu'on trouve parfois en grande surface de bricolage. Alors pour le top 3, je dirais 1. La défonceuse, 2. Une scie sur rail, toutes les deux de la meilleure qualité possible, ça c'est vraiment important. Et 3, une ponceuse d'entrée ou de moyenne gamme, ça suffit amplement pour commencer. Pour le top 5, en numéro 4, j'ajouterai une scie à onglet, toujours de qualité, ça permet de tronçonner rapidement et précisément, et en 5, une scie sauteuse. C'est pas un outil que j'utilise plus que ça, mais ça rend quand même des services pour des découpes de dégrossissage ou de courbes dans du panneau. Ne négligez pas la qualité des machines, quitte à acheter moins et ou d'occasion, mais aussi la qualité des consommables. Les lames, les fraises de défonceuse, les abrasifs, tout ça, ça coûte cher, mais ça compte beaucoup dans le résultat final. Avec ça, il y a déjà vraiment de quoi faire. Un conseil pour ceux qui ont envie de se reconvertir, si vous êtes un actif, c'est-à-dire que vous êtes un salarié ou un agent public, n'hésitez pas à contacter le GRETA, c'est la structure qui, dans l'éducation nationale, s'occupe de la formation pour les adultes. C'est une structure qui va vous permettre d'avoir pas mal de renseignements et ils peuvent carrément aussi organiser des formations de reconversion sur mesure avec les structures, avec les ressources de l'éducation nationale, c'est-à-dire les lycées professionnels, avec des stages en entreprise. Voilà, moi j'ai rencontré quelqu'un autour de chez moi qui était vraiment hyper intéressante, hyper motivée, ça m'a apporté vraiment beaucoup, donc ça c'est un conseil que je peux vous donner, allez rencontrer quelqu'un du GRETA. Alors, tourillon domino, lamelleuse ou gabarit Craig par vis-biaise, en fait je dirais ça dépend. Je vais essayer de faire une réponse rapide et dans l'ordre qu'on m'a donné. Tourillon, personnellement, très rarement, seulement dans des cas très particuliers, comme pour assembler un meuble sur son piétement. C'est assez compliqué à mettre en œuvre, mine de rien, parce qu'il faut être extrêmement précis. La domino, alors pour moi, on est clairement sur une machine professionnelle, avec un gros investissement de départ, et des consommables qui sont plutôt chers si on les achète tout fait. Il faut avouer que c'est une machine qui a un rendement de folie. C'est aussi une machine qui est assez polyvalente, plutôt adaptée au massif, mais on peut aussi travailler un peu de panneau.
Après, rien n'empêche l'amateur d'en acheter une, s'il veut se faire plaisir, avec une machine formidable. Alors je comprends très bien, parce que moi j'ai eu la chance de posséder la Domino XL pendant un moment, et c'était vraiment une très bonne machine. Je dirais qu'elle a les défauts de ses qualités, c'est tellement facile à utiliser que ça n'apprend pas grand-chose. La lamelleuse, c'est une machine aussi bien dédiée aux pros qu'aux amateurs. C'est facile, rapide, les consommables sont abordables, c'est plutôt destiné aux panneaux dérivés du bois, mais on peut aussi s'en servir pour des assemblages de plateaux ou de panneaux en massif. Et l'avantage par rapport à la Domino, c'est qu'on en trouve à tous les prix. C'est la machine que j'ajouterai au top 5 que je vous ai fait juste avant. Le gabarit Craig, je l'ai conseillé récemment à un ami bricoleur qui souhaitait fabriquer une sorte de très grande bibliothèque avec un bureau, mais qui n'avait pas forcément envie de rentrer plus que ça dans le travail du bois. C'est précis, efficace, ça permet de faire des assemblages collés vissés sans se ruiner dans l'achat de serre-joints en grande quantité, parce qu'en fait, les vis, elles serrent l'assemblage le temps que la colle prenne. La seule chose un peu délicate, c'est de bien choisir la longueur des vis en fonction de l'épaisseur des panneaux qu'on utilise, pour pas qu'elles viennent traverser les panneaux. Pour moi, c'est vraiment parfait pour le bricoleur qui vise le résultat, qui n'a pas vraiment d'intérêt pour les techniques plus traditionnelles. Pour moi, c'est vraiment un choix pragmatique. Les panneaux dérivés du bois, dans le désordre et rapidement, le mélaminé bof. C'est une matière qui est délicate à travailler et fragile, qui demande un matériel adapté si on veut une finition au top. Alors l'avantage, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas de finition, justement, c'est déjà prêt. Le MDF, c'est intéressant, ça s'usine et ça se ponce très bien, il y a peu ou pas d'éclat. Le point faible, je dirais, la finition, c'est pas toujours évident d'obtenir quelque chose d'homogène, et ça demande quand même pas mal de boulot. Dans certaines conditions spécifiques, ça peut aussi devenir un peu fragile, et surtout, ça craint beaucoup l'eau. Le contreplaqué, alors pour certains usages précis, le fond des tiroirs, des étagères intérieures de meubles, parfois des meubles d'atelier, mais bon, ça reste quand même assez cher comme panneau. Pour la conception de mes projets menuiserie, j'utilise essentiellement SketchUp et MaxCut, je crois que c'est ça. C'est un logiciel qui permet d'optimiser les découpes dans des panneaux de dérivés du bois, donc ça peut être intéressant pour vos projets. J'en avais parlé assez longuement dans une vidéo qui s'appelle « Conception d'une bibliothèque sur mesure ». Je vous mets le lien en description, bien sûr, comme toutes les autres. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos, eh bien rendez-vous là-bas. Une question intéressante et très technique sur le racloir. Racloir ou ponceuse? Alors traditionnellement, le racloir, c'était utilisé après le rabot à main et avant le ponçage manuel. Ça permettait de limiter au maximum cette étape qui devait vraiment être fastidieuse à l'époque, sans ponceuse et sans abrasive moderne, donc tout à la main. Alors déjà qu'aujourd'hui, c'est pas mon opération préférée, à l'époque, ça devait vraiment être une corvée. Personnellement, je me sers de la même manière, c'est-à-dire souvent racloir et puis ponçage, parfois uniquement le racloir, mais sur un petit ouvrage avec une finition huilée ou cirée. Personnellement, je ponce obligatoirement quand j'applique un vernis moderne après. Je trouve que le racloir, c'est plus agréable à utiliser que la ponceuse, pas de bruit, moins de poussière, facile à ranger dans la poche, très efficace, s'il est bien affûté. Mais là, je dirais que c'est un peu l'aspect le plus délicat. Et il faut aussi prendre l'habitude parce qu'au début, ça fait vite mal aux doigts. La ponceuse, ça reste extrêmement pratique, surtout quand on a des mètres carrés à faire. L'autre partie de la question, c'est comment utiliser un racloir sur des surfaces larges, type panneau, sans les abîmer. Alors un bon exemple, ça vaut souvent mieux qu'un long discours, je vous fais une très courte démonstration. Ne m'en voulez pas, c'est une petite démonstration vraiment vite fait, improvisée, avec un bout de chute, mon racloir dans l'état dans lequel je l'ai trouvé, donc pas super affûté. J'ai passé la chute avec de la craie grasse pour que vous puissiez voir l'endroit où je vais travailler. Alors, si on veut respecter la géométrie de ce bout de bois, il faut essayer de le travailler avec le racloir le plus à plat possible. C'est-à-dire, plus je vais lui donner, plus je vais le tordre avec mes doigts, je vais faire les steps, vous allez voir. Voilà, on le voit très bien ici, ça a dégagé un copeau d'ici à ici, mais vraiment sur une surface très limitée, quoi. Donc je vais avoir tendance à creuser des défauts de géométrie dans mon bout de bois. Donc maintenant, je vais essayer de faire autrement, je vais moins tordre mon racloir, je vais pas trop l'incliner. Voilà. Et là, on le voit, j'agis quasiment sur toute la largeur du bout de bois. Voilà, donc ce qu'il faut se rappeler, c'est essayer de pousser le racloir assez droit, ça sert à rien de l'incliner trop comme ça. Plutôt comme ça, et
j'essaie de pas tordre trop mon racloir, mais de le pousser à plat. Si je veux, je peux même aussi, pourquoi pas, le tirer. Si je veux passer dans l'autre sens. Le prix de mes machines stationnaires. Alors la dernière en date, je m'en souviens bien, c'est une CRU-Bank que j'ai acheté à un artisan pour 400 € cet hiver. C'était une super affaire. Une machine en tri, ancienne, lourde, parfaitement dimensionnée pour mon atelier avec des volants de 600 mm. Pour la scie toupie, la rabot d'égo mortaiseuse, l'entraîneur, l'aspi à copeaux, les lames de circulaire et tout l'outillage de toupie, alors là, en toute honnêteté, je me souviens plus. J'ai cherché dans mes archives, mais j'ai rien trouvé de précis. Je dirais comme ça, de tête, dans les 5000 €, comme quoi la qualité reste, le prix s'oublie. La face cachée de la chaîne. Combien de temps me prennent les vidéos? Ça, c'est une très bonne question. Vous imaginez bien que c'est assez énorme. Alors, trouver un sujet, écrire la trame, tourner les images, souvent plusieurs plans dans l'atelier, tourner une intro, une conclusion, trier les rushs, le montage, les corrections, créer la miniature, le titre, les liens, etc. Enfin, je dirais que en fonction du sujet et du type de vidéo, on est entre 12 et 25 heures et encore large, quoi. Passons au projet. Aujourd'hui, je ne me vois pas démissionner de ma place de prof. J'ai passé trop de temps et d'énergie pour passer des concours, obtenir des diplômes, et puis ça reste pour moi un métier passion que j'ai choisi, et j'aime toujours beaucoup enseigner. J'espère que ça transparaît dans les vidéos. Le CAP en poche, j'avais deux orientations possibles. Soit monter une structure type auto-entreprise pour développer une activité annexe et me créer une clientèle. Cela dit, c'est pas évident, mais en diminuant fortement mes activités sur YouTube parce que forcément, je peux pas être en même temps partout, quoi. Et l'autre possibilité, relancer la chaîne que j'avais un peu négligée pendant la préparation du CAP en 2020, en partageant notamment ce que j'ai appris. Ce que j'ai choisi pour cette année, c'est de continuer à développer la chaîne en améliorant toujours le contenu, la qualité des vidéos, en essayant de traiter plus de sujets pour les débutants aussi, il y a une vraie demande là-dessus. Et puis en partageant toujours mes réalisations avec un maximum de détails. Pour l'atelier, poursuivre les aménagements pour rendre mes espaces de travail plus efficaces et plus ergonomiques. Alors l'éclairage, le rangement, le stockage du bois, j'ai commencé, mais il y a encore pas mal de choses à améliorer. Concernant la rénovation de la maison, la reprise des travaux faisait partie des objectifs que je m'étais fixés dans la vidéo bilan 2020, objectif 2021. C'est chose faite, puisque j'ai commencé les finitions dans une chambre, les bandes, les enduits, etc. Au total, j'y ai déjà passé l'équivalent d'une quinzaine de jours à temps plein. Alors c'est loin d'être terminé, mais c'est un bon début, ça avance et ça fait plaisir. Alors, pour les vidéos de réno, je pense pas que je reprendrai le même format qu'au moment de la création de la chaîne. Aujourd'hui, le sujet principal, c'est la menuiserie, le travail du bois en général, et je préfère me concentrer là-dessus pour l'instant. Par contre, j'exclus pas de tourner des vidéos qui ont un point commun entre cette rénovation et la menuiserie. J'ai quelques idées là-dessus d'ailleurs. Et puis, je pense peut-être faire des points d'étape à des moments clés, peut-être pour vous donner des nouvelles du chantier, par exemple au moment où je termine une pièce. Alors si vous voulez découvrir une super chaîne de rénovation, allez faire un tour sur la chaîne de Thierry. C'est un amateur qui rénove un appartement. C'est une chaîne qui est vraiment très sympathique et qui a de l'avenir. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. À titre plus personnel, alors c'est encore vague, mais ça fait quelques temps que je réfléchis à demander un congé de formation d'1 an pour passer un diplôme en suivant des cours dans un établissement professionnel. Alors, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, mais c'est un projet qui est encore flou, que je dois étudier pour voir si c'est possible. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo dans laquelle je parle des questions à se poser avant de fabriquer son établi. Et puis bien sûr, je voulais vous remercier, vous êtes une formidable source de motivation pour moi. Je vois la communauté qui grandit de jour en jour, avec vraiment beaucoup de plaisir. Le passage des 10 000 abonnés, c'est vraiment une étape marquante pour la chaîne et pour moi. Je vous remercie.